Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce jeudi 28 décembre. Plus de 4000 maisons livrées, les clés remises aux acquéreurs par le Premier ministre. C'est la troisième vague. C'est un programme que le gouvernement ivoirien a initié depuis 5 ans pour satisfaire les populations en matière de logement. Du lait infantile contaminé par une bactérie qui provoque chez l'enfant vomissements, fièvre et diarrhée à Abidjan. Face à la situation, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions. Le groupe français, lui, a décidé de retirer le lait du marché. Dans 72 heures, la fête de fin d'année, les populations s'attellent à faire les dernières courses. Elles sont confrontées aux réalités liées au transport urbain, aux réalités liées aussi aux embouteillages. Les forces ont été déployées sur le terrain pour mettre de l'ordre. Et présidentielle au Libéria, l'âge victoire de l'ancien footballeur George Weah au second tour de la présidentielle. Il a remporté 61,5% des voix contre 38,5% pour Joseph Boakai, le vice-président. Bienvenue à tous dans ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a remis ce jeudi les clés des maisons à plus de 4000 acquéreurs à Ebempe sur la route d'Anyama. C'est un programme que le gouvernement ivoirien a initié depuis 5 ans pour satisfaire les populations en matière de logement. En attendant le reportage complet d'Herman Guivet, nous vous proposons maintenant d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Chers bénéficiaires, je tiens à féliciter et à encourager de manière toute particulière mon jeune frère, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Deyisaac, pour l'accélération qu'il a donnée à la mise en œuvre de cet important projet à fort impact social et qui correspond à une grande attente du peuple de Côte d'Ivoire et à un grand engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai noté sur l'expression des visages tout le bonheur que représente cette cérémonie pour ces familles qui prendront officiellement possession dans quelques instants de leur logement. Cette joie est donc partagée et c'est pour cela que, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire toute la joie qui est la mienne et toutes les félicitations que j'adresse au nom du Président de la République à tous les acteurs qui ont contribué à cela. Chers bénéficiaires, vous êtes aujourd'hui témoins, je dirais même témoins privilégiés, des promesses qui ont été faites par le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, promesses qui sont tenues ce jour pour 4003 familles. Et ceci après donc, la remise en décembre 2015 des clés de la cité Ado, projet qui avait été lancé par le Président de la République lui-même. Je puis vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs quantitatifs. Au-delà de la mise à disposition de ces logements, le Président de la République et l'ensemble du gouvernement vous exhortent à faire de ces cités le creuset du vivre ensemble. Voilà sur le sujet le reportage complet d'Herman Guivet dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité ce soir, au Libéria, l'ex-footballeur George Weah, largement élu président. Le sénateur a remporté 61,5% des voix lors du second tour de la présidentielle. Son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, a recueilli 38,5%. C'est la commission électorale nationale qui a annoncé les résultats ce soir après dépouillement de 98,1% des suffrages. Dans les rues de Morovia, l'heure est à la fête. Les jeunes libériens ont pris d'assaut le QG de campagne du candidat George Weah. Notre envoyé spécial Gabriel Zani est sur place. Bonsoir Gabriel, quelle est l'ambiance en ce moment? Les premiers résultats provisoires du vote du mardi viennent donc de tomber. Le sénateur de Monsorado, George Weah, est largement en tête dans 14 régions sur les 15 que compte le Libéria.
C'est donc un pourcentage de 61,5% en comparaison à son adversaire Joseph Boakai, le vice-président sortant, crédité ce soir de 38,5%, selon le point fait par Jérôme Kokoya, le président de la Commission nationale électorale. Alors, selon toujours Jérôme Kokoya, le taux de participation de ce second tour est de 56% comparativement au premier tour qui était de 75%. Alors, selon les résultats provisoires, après donc ces premiers résultats, dans les rues de Monrovia, les jeunes sont sortis. Ils ont commencé à scander, à danser. C'est la fête qui vient de commencer ici dans le camp de Georges Weah. Dans son QG de campagne, c'est une explosion de joie à laquelle nous assistons. Et nous pensons que c'est la fête qui vient de commencer et cette fête promet de durer toute la nuit. Merci Gabriel et bon séjour au Libéria. C'est un scrutin salué à l'international. Georges Weah, nous vous proposons à présent le parcours du sénateur largement en tête dans 14 régions. Regardez. Cette fois, c'est la bonne. Après 3 tentatives, Georges Weah accède enfin au fauteuil présidentiel selon les résultats provisoires. L'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle du Libéria avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Entré en politique à la fin du conflit libérien, il avait été battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. Alors que son adversaire Joseph Boakai multipliait les procédures pour dénoncer les fraudes et irrégularités ayant selon lui entaché le premier tour de la présidentielle, Mr. Georges a appelé ses partisans à la patience et au calme. L'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990, Georges Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant ce jeudi président du Libéria. L'ancienne gloire du football africain va succéder à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier prochain. Et ici en Côte d'Ivoire, le marché central d'Abengourou est parti en fumée le week-end dernier. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME s'est rendu sur place pour apporter la compassion du gouvernement aux commerçants. Il leur a remis 10 millions de francs CFA. Il faut signaler que ce sont près de 500 commerçants qui ont été touchés, nous dit Chantal Eouma à Kanda. J'ai vu le magasin fumer alors que je venais d'arriver d'un voyage le jeudi. Sincèrement, je ne pouvais plus parler. J'ai pris la sortie, je suis allée en pleurs à la maison. Vraiment, j'ai pas pu supporter. Les commerçants du marché central d'Abengourou ne pourront pas honorer leurs engagements auprès de leurs clients en cette fin d'année. Victimes de l'incendie qui s'est déclaré au marché dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre dernier. Aujourd'hui, les commerçants ne savent pas à quel sens s'ouvrir. Nombreux sont parmi nous qui ont contracté de prêts auprès des microfinances, d'autres y ont perdu leur économie. Les recommandations, elles sont diverses. Aider les commerçants à faire face aux prêts contractés. Aider financièrement les commerçants à reprendre leurs activités. La localisation des commerçants sur un site approprié à leur activité. Et la construction dans les meilleurs délais du marché incendié avec les mesures de sécurité. C'est dans ce contexte que le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME est arrivé à Abengourou. Avant la réunion avec les commerçants, le ministre s'est rendu sur les ruines du marché. En lieu et place des magasins et des étals, des tôles calcinées et des débris de murs qui traduisent un peu l'ampleur des dégâts. Par endroits, on peut voir sortir des décombres de la fumée. C'est vraiment un sentiment de tristesse et de désolation. Lorsqu'on a un tel événement de cette ampleur-là, le chef de l'État et le Premier ministre sont vraiment concernés. Donc ils m'ont instruit de venir à Abengourou à le fait de pouvoir apporter ma compassion.
Un drame qui touche autant les commerçants, les populations que la mairie. Nous sommes dans le désarroi. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Le tiers du marché est complètement détruit. Nous avons très rapidement créé les conditions pour que ces commerçants soient relogés. Nous avons trouvé un site presque opérationnel. Il suffit qu'on y investisse un petit peu pour que d'ici une semaine, tous les sinistrés puissent être logés dans ce site qui est un ancien marché. Souleymane Diarrassouba a tenu à rassurer les commerçants de l'aide du gouvernement. Il a indiqué que le chef de l'État a fait don de 10 millions de francs CFA aux sinistrés. Au nom du chef de l'État, je vous appelle tous à la dignité et au courage devant cette épreuve, à la fois douloureuse et inacceptable. Je vous ai également écouté, je vous ai entendu. J'en ferai un compte rendu fidèle pour que le chef de l'État et son Premier ministre prennent les dispositions qu'il faut afin que le marché d'Abangourou soit à nouveau opérationnel. C'est le 4e incendie de ce genre qui se déclenche dans le marché central d'Abangourou. Mais cette fois-ci, avec des pertes matérielles plus énormes. Une plainte est déposée par la mairie et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Cette préoccupation à présent, est-ce que nos compteurs d'eau sont aujourd'hui fiables? En tout cas, les consommateurs de Côte d'Ivoire se posent la question pour trouver une réponse à leurs préoccupations. L'Office national de l'eau potable a initié une visite guidée dans les ateliers de fabrication et de réparation des compteurs de la Société des compteurs africains. Salimatou Dia et Franck Kouadio. À son domicile, à Yopougon, Sylvain est à nouveau en manque d'eau. Il n'y a toujours pas d'eau, hein? Non. Un casse-tête quasi quotidien, nous raconte le jeune homme. Il n'y a pas d'eau, mais il y a le compteur aussi qui tourne. Donc là, on ne sait plus si c'est un problème d'installation ou si ce sont nos compteurs qui sont vraiment truqués. Des clarifications voulues aussi par la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Pour lever les appréhensions, une visite guidée dans les ateliers de fabrication et réparation de la SOCA, Société des compteurs africains. Des pièces détachées à la vérification sur le banc d'essai de comptage, en passant par le poste de montage, le processus a été retracé aux consommateurs. Cette initiative de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, vise à renforcer la confiance entre les consommateurs et la société de distribution d'eau SODECI et aussi de les mettre au même niveau d'information. On vous a parlé de précision, de valeurs admissibles, qui sont relativement conformes à la réglementation, conforme aux normes. Donc, les clients doivent avoir confiance. Nous avons visité les ateliers et nous avons vu la traçabilité dans le processus de fabrication. Je pense que nous sommes rassurés et que nous allons, à notre tour, porter l'information aux consommateurs pour leur dire que les compteurs livrés par la SODECI sont des compteurs de qualité. Les bureaux de l'ONEP sont ouverts, les bureaux de la SODECI sont ouverts. Lorsque vous avez l'impression d'avoir payé trop cher pour une consommation donnée, vous pouvez saisir la SODECI. Si c'est le cas, cette consommation supplémentaire peut être présentée comme avoir sur les futures consommations. Pour les problèmes en hydraulique, un centre d'appel de l'ONEP a été mis à la disposition des consommateurs. Dans l'actualité aussi ce jeudi, ce lait contaminé par une bactérie qui provoque chez l'enfant vomissements, fièvre et diarrhée. Face à la situation, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions. Quelles sont donc ces dispositions? La réponse avec Walter Amadou. Du lait pour nourrissons contaminé à la salmonelle. L'information passe en boucle depuis quelques jours sur des chaînes nationales, étrangères et les réseaux sociaux. Pourtant, les Abidjanais semblent ne pas être informés. Non, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien de cette histoire de lait. Je ne suis pas au courant de ce lait contaminé, raison pour laquelle je préfère donner le lait maternel à mon enfant. Ce sont des milliers de produits laitiers infantiles qui ont été retirés récemment du marché dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Du lait pour nourrissons de marque Pico, Pepti, Junior et Milumène contaminé à la salmonelle. Une bactérie qui cause des intoxications alimentaires.
Ces laits contaminés provoquent chez le nourrisson vomissements, fièvre et diarrhée. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre le retrait de ces produits dangereux. La direction de la pharmacie et des médicaments rassure. À ce jour, nous n'avons eu aucun cas mortel qui nous a été notifié. Les pédiatres sont informés, ils connaissent la conduite à tenir en cas de suspicion de salmonelle et puis de gastro-entérite. Et ils savent quels sont les laits de substitution qu'ils doivent utiliser dans ce cas-là. Ce que je dirais aux populations, c'est de ne pas avoir peur que les laits qui ont été incriminés, ont été rappelés au niveau des grossistes, ils seront mis en quarantaine pour être détruits. Pour le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, les consignes du ministère sont suivies à la lettre. Depuis le grossiste jusqu'à l'officine, le retrait est effectif. Cependant, le manque d'informations ralentit un tant soit peu le processus. Entre le jour où l'information arrive et la mise en application sur l'étendue du territoire national, peut parfois se dérouler un délai qui peut être plus ou moins long. Déjà, lorsqu'ils reçoivent l'information, le pharmacien, c'est de recenser au niveau de sa pharmacie toute la liste des produits, donc dans le cas des laits, qu'il a au sein de son officine, et donc qui va donc le retirer de ses rayons, le mettre de côté, le recenser et retourner. Il faut rappeler que c'est depuis début décembre que des suspicions sur la contamination des produits laitiers infantiles ont été signalées en France. Le ministère de la Santé invite la population au calme et à plus de vigilance. Reportage signé plutôt Fidèle Aigné et Grace Kando. Le dépistage volontaire est une réalité qui ne suscite pas d'engouement chez les populations malgré les campagnes de sensibilisation contre le VIH-Sida à Korogo. Pour corriger le tir, la Caritas s'est attachée les services d'une personne vivant avec le VIH. Grâce à elle, la lutte contre le sida dans la région du Poro connaît des résultats satisfaisants, nous explique Eugène Atoubé. Dans la ville de Korogo, on ne cesse de louer son courage et lui témoigner un profond respect. Kone Masita a réussi à vaincre le regard des autres. Cette jeune dame qui vit avec le VIH-Sida depuis 2005 dans la cité du Poro fait partie de ces personnes atteintes de cette maladie qui acceptent leur statut avec philosophie et beaucoup de dignité. En plus, Kone Masita suit à la lettre les conseils et prescriptions dans le cadre de sa prise en charge médicale et psychologique. En 100 ans, qui savait que j'allais vivre? Donc aujourd'hui, je suis là, Dieu merci. J'ai été séropositif, après je suis devenue sidéenne, après je suis devenue séropositif encore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait mes 2 derniers examens. On m'a dit que je suis indétectable, ce qui veut dire qu'on n'a plus vu le virus dans mon corps. Donc toujours, j'encourage les gens à faire le test. C'est très bon de faire le test, parce que quand tu connais ton statut, de 1, tu te sauves toi-même, tu sauves ton entourage, tu sauves aussi ta famille. Je n'ai pas honte d'elle. Elle est bien, elle est comme tout le monde. Elle prend soin de nous. L'essentiel, elle joue bien son rôle de mère. Nous, on n'a pas honte de notre maman. Et on est très fiers d'elle. L'action des ONG de lutte contre le VIH-Sida en termes de prise en charge a énormément contribué à donner aux personnes atteintes de cette maladie un réel espoir, surtout l'espérance d'une vie normale. Admirable aussi leur courage et leur force d'esprit qui ont même touché Kadija, fille de personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle s'émerveille devant la capacité de tous ces porteurs de VIH-Sida, comme Masita, qui refusent la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion. Maman est séropositive, mais cela ne m'empêche pas de l'aimer. Et cela ne l'empêche pas aussi de faire son devoir en tant qu'une personne malade. Donc j'encourage tous mes amis à venir faire les tests pour pouvoir connaître leur statut. Car aujourd'hui, pour moi, si tu connais ton statut, il n'y a rien d'important que cela. Pour tous ceux qui ont encore peur de faire le test du VIH, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui tuent que le VIH. Le palu tue plus que le VIH. Quand tu as tes ARV, tu les prends correctement, tu vis normalement comme toute autre personne. Et vraiment, c'est cet encouragement que je lance à la population de Korogo et de la cité du Poro. Vraiment, ne vivez plus dans l'ignorance. L'apport de la Caritas diocésaine de Korogo dans le dépistage et la prise en charge du VIH-Sida
dans les régions du Poro, Tchologo et Bagoué a permis un changement de regard sur les porteurs de cette maladie. Chaque jour, des agents communautaires sillonnent les zones des localités des régions du Poro, Tchologo et Bagoué, jusque dans leurs zones les plus reculées à la rencontre des personnes atteintes de VIH/SIDA, non sans difficulté. Il y a des personnes, je prends l'homme ou la femme infectée, qui ne partagent pas son statut avec son conjoint. Et quand c'est comme ça, le conjoint il ne sait pas, il est ignorant. Et ils ont toujours des rapports non protégés et le conjoint il peut être contaminé par la suite. Donc nous les encourageons à partager leur statut. Faisons des activités aussi avec leurs enfants, c'est-à-dire les jeunes filles, sur la reproduction familiale, sur vraiment, nous les sensibilisons sur les méthodes contraceptives. La prise en charge, elle est gratuite, le dépistage également. Nous voulons arriver à une population saine au niveau de ce volet SIDA. C'est un appel vraiment que nous lançons aux populations. Selon les autorités sanitaires de la région, le taux de prévalence dans le Poro est de 2,5. Un chiffre qui ne reflète pas la réalité selon les ONG locales intervenant dans la lutte contre le VIH/SIDA. Argument avancé, les populations dans la région du Poro rechignent à se faire dépister, malgré les campagnes répétitives d'information et de sensibilisation. Elles indiquent par ailleurs que c'est dans les milieux jeunes et scolaires que le taux de prévalence est le plus élevé. En bref, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale informe la population ivoirienne que le lundi 1er janvier 2018 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, adopte de nouvelles réformes pour le bien-être des mutualistes. Des réformes portant sur la prise en charge médicale des mutualistes, notamment la mise en application de la nouvelle carte biométrique pour lutter contre la fraude, nous dit Mamadou Kwasi. La prise en charge médicale des mutualistes a toujours été une préoccupation pour la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Mais la mise en œuvre de cette politique rencontre quelques difficultés sur le terrain. Et quand tu vas prendre un bon, tant que le code ne sort pas, tu ne peux pas avoir accès aux médicaments. Or, vous savez qu'avec la téléphonie mobile, il y a souvent des problèmes de réseau. Donc ça a créé beaucoup de désagréments. En ce moment, il y a eu beaucoup de problèmes. D'abord, la disponibilité des remèdes, c'est-à-dire les remèdes qu'on veut, qu'on doit acheter et qui ne passent pas sur bon. Et il y a aussi le problème du quota. Ces différentes préoccupations sont au centre de l'Assemblée générale ordinaire de la MUGEFSI, dont l'une des plus importantes est la mise en service à partir de 2018, la carte unique et intelligente. Pour contourner aujourd'hui tout ce qu'il y a comme difficultés liées à la prestation par notre système traditionnel de bons de mutuelle, nous allons implémenter la carte unique et intelligente. Ceci aura pour avantage de permettre la possibilité des prescriptions, même les jours non ouvrés, les jours fériés, puisqu'on n'aura plus besoin de se rendre dans un centre spécifique pour l'édiction du bon. L'avantage également de cette carte, c'est que désormais nos prescriptions seront davantage plus sécurisées, puisqu'il sera impossible, n'est-ce pas, de prêter sa carte à quelqu'un qui n'est pas dans le réseau de la MUGEFSI. La nouvelle équipe de la MUGEFSI prévoit pour 2018, à l'occasion de son 45e anniversaire, la construction d'un service médical de fonctionnaires à Bouaké et d'un centre d'optique à Abidjan. Mesmer Komo et son équipe veulent axer leur politique sur la sensibilisation et l'effet de maîtriser les coûts de prestations. Nous ouvrons maintenant le chapitre consacré à la fête de fin d'année. C'est la période où les personnes de bonne volonté multiplient leurs actions pour donner le sourire aux plus démunis. C'est le cas de l'ONG Servir qui a fait des heureux cette année encore. Sa présidente Henriette Konabédié a offert des cadeaux aux enfants. Sidonie Waka Davila. 5000 enfants du district d'Abidjan vont célébrer les fêtes de fin d'année dans la joie. À l'occasion de l'arbre de Noël, édition 2017, ces tout petits, issus des couches défavorisées de différentes communes de la capitale économique, ont reçu des cadeaux de la Fondation Servir. Donner le sourire aux plus démunis, c'est une activité à laquelle s'adonne à cœur joie Henriette Konambédi. Prenez au sérieux vos études afin de devenir demain la fierté de votre famille et de la nation tout entière. N'oubliez surtout pas de continuer d'être sage
à la maison comme à l'école. Soyez des élèves studieux, respectueux. Et si vous suivez mes conseils, le Père Noël reviendra l'année prochaine avec des cadeaux pour vous. Les parents des heureux bénéficiaires, sensibles au geste de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Conan-Bédier, lui ont exprimé toute leur reconnaissance. Ngouanka Mathias, le maire de Cocody, commune qui a abrité la cérémonie, a relevé l'importance des actions de la Fondation Servir. Il s'est dit déterminé et engagé à soutenir cette ONG. Dans la même veine, les enfants handicapés, eux aussi, ont reçu des cadeaux à la veille de la fête de fin d'année. Le généreux donateur est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les temps forts de la première édition avec Frédéric Oulay et Franck Quadio. Jean-Claude Kwasi effectue sa 3e visite à l'Institut des aveugles de Yopougon. Ce jeudi matin, les mains chargées de cadeaux, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient communier avec les enfants en situation de handicap. Pour lui, cette classe de personnes considérées comme vulnérables a besoin d'amour et d'attention de tous. Nous sommes ici pour fouiller au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre humanité, pour chercher dans notre cœur afin d'en sortir ce que nous avons de meilleur à offrir à ces enfants qui sont nos enfants. Et le plus précieux bien que nous puissions leur offrir, c'est notre affection. Un amour vrai qui les accompagnera chaque jour et qui fera qu'ils pourront prendre leur place dans la société ivoirienne. Ce sont des enfants de 3 à 12 ans qui ont bénéficié de cadeaux pour passer des moments de gaieté en cette période de fête. Plus de 1000 cadeaux pour environ 800 enfants vivant avec un handicap. Interprétation de l'hymne national par les sourds-muets et balais pour traduire leur reconnaissance. C'est une joie pour moi. C'est la première fois qu'un ministre nous donne un cadeau. Je voulais le remercier et que Dieu le bénisse. Je suis vraiment content d'avoir reçu ce cadeau. Je dis merci au ministre de nous avoir visités aujourd'hui. Le ministre Jean-Claude Kwasi a fait une promesse, célébrer la fête de Noël en faveur des enfants vivant avec un handicap chaque année. Nous allons voir maintenant en image le calvaire des usagers en période de fête. À 72 heures de la fête, les populations s'attellent à faire les dernières courses, mais elles sont confrontées aux réalités liées au transport urbain. Il y a aussi des embouteillages partout. Pour mettre de l'ordre, les forces ont été déployées sur place. Et on signale toujours que la fête le lundi 1er janvier est déclarée jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Un faux militaire a été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Méagui à Soubré. L'individu a estorqué de fortes sommes d'argent à ses victimes depuis 3 ans. Abou Sanogo pour plus de détails. On le prendrait pour un militaire sans trop s'interroger. Pourtant, il n'est connu nulle part dans aucune caserne et son nom ne figure aucunement dans les fichiers de l'armée ivoirienne. L'homme se faisait pourtant appeler caporal-chef. Il sévissait dans la région de la Nawa depuis 2015. En réalité, c'est un faux militaire. Kwadjo Kwasi Emile est en fait un commerçant. Il serait passé inaperçu s'il avait répondu avec précision aux questions des éléments de la brigade de gendarmerie de Méagui, appuyé par ceux de Soubré en patrouille dans la ville aux environs de 23 heures. Mais son attitude suspecte a attiré leur attention, incapable qu'il était de dire dans quelle unité il travaillait. Les populations de la Nawa peuvent pousser enfin un ouf de soulagement, car celui qui opérait au nom des forces armées ivoiriennes sera conduit devant le tribunal de Soubré pour répondre de ses actes. Voies aménagées, trottoirs et terre-pleins gazonnés, dallages et plantings d'arbres. Nous allons directement sur le boulevard Trèche-la-Plaine dans la ville touristique de Grand Bassam. Ce boulevard a fière allure à la veille des fêtes de fin d'année. C'est le fruit de la collaboration entre la municipalité et la Fédération internationale des élus locaux. On termine maintenant avec la présidentielle au Libéria. L'âge victoire de l'ancien footballeur George Weah au second tour de la présidentielle. Il a remporté 61,5% des voix contre 38,5% pour Joseph Boakai, le vice-président. Ainsi s'achève ce 20h. Excellente soirée à tous. Rendez-vous demain à la même heure.